Alors, bonjour Lucie. Bon, Bonjour Robert, merci, toi aussi. merci de te joindre à ce projet qu'on a ensemble de partager euh, des idées, des croyances, des perspectives et de mettre en commun euh, des ressources, soit-on-le. C'est toi comme psychologue, moi comme médecin. Je peux peut-être commencer par me présenter ou te permettre de te présenter d'abord. Et puis, mettons qu'on va co-animer, on va être co-animateur l'un Oui, l'autre. Et puis, on va se relancer régulièrement pendant la discussion. On va peut-être te comme on le permettre disait, on est des amis, Robert, puis on veut le faire de façon amicale aussi. Ben oui, je peux commencer par me présenter parce que c'est bien important de dire que je ne suis plus psychologue. Tu sais que je me fais taper sur les doigts de temps en temps. Je suis à la retraite, moi. J'ai travaillé 25 ans comme psychologue en pratique privée et aussi 25 ans comme professeur. En tout cas, j'ai enseigné 25 ans à l'Université de Sherbrooke en psychologie aussi. Et ce qu'il me reste sur le plan professionnel, c'est que je suis encore auteure. J'écris des livres quand j'ai le temps. Alors ça, c'est moi. Et toi, qui es-tu? Ben, écoute, moi, je suis médecin, je suis retraité officiellement parce que j'ai pas renouvelé mon statut auprès du Collège des médecins depuis peu. Et puis, c'est pour ça que je trouve ça très curieux de dire de quelqu'un après avoir pratiqué, enseigné la psychologie pendant 25 ans, de dire je ne suis plus psychologue. Je n'ai plus l'autorisation Ouais. de me percevoir ou de projeter l'idée que je suis psychologue, parce que c'est ça ma formation. Ben, je dis, moi, je suis médecin, c'est une formation. C'est aussi une déformation, c'est aussi un formatage, comme je dis souvent. Et ça m'a pris des années avant de me libérer de tout le carcan médical pour commencer à penser un peu par moi-même, puis me permettre une pensée critique et renouveler avec mon scepticisme. Je suis quelqu'un de sceptique par nature. Je ne crois pas facilement. Là, même les chiffres, je sais comment on peut tripoter puis manufacturer des idées, des croyances, des conclusions hâtives autour de chiffres. Alors, donc, je suis médecin, j'ai été médecin et puis j'ai rompu un peu avec la médecine traditionnelle en 2000 quand je me suis redéfini, j'ai commencé à animer des ateliers de réduction de stress basés sur la pratique de la pleine conscience, que j'ai par la suite appelé plus la présence attentive. Et parce que la pleine conscience, ça m'apparaît un peu trop élevé, là, un peu trop, la pleine conscience. Soyons modestes, on va essayer d'être un petit peu plus conscient. Déjà, c'est pas pire. Tu es Et, très humble aussi. Tu es une personne humble. Non, mais je pense que c'est important de reconnaître qu'on est devant des abîmes d'ignorance. Si tu es ignorant de ton ignorance, c'est la pire des ignorances. Euh, alors, je fais très attention à ça. Et puis, non, donc, j'ai partagé des outils qui, pour moi, ont été les plus précieux, des outils de transformation. Et puis, commencer à réduire, changer une relation très asymétrique, le docteur en haut qui sait pour le patient, qui sait ce qu'il a, qui sait ce que ça lui prend, par la personne qui arrête d'être un patient, qui devient un participant puis un artisan de son propre processus de guérison, de transformation puis de guérison. Donc, j'ai mis sur pied des ateliers et puis qui visaient à habiliter. Moi, j'aime beaucoup la notion d'empowerment. Et comme toi, tu as travaillé en psychologie positive, hein? Oui, ben c'est ça, là où on se rejoint, Robert, puis tu me le fais réaliser, là, c'est cette posture assez différente de l'expertise. Alors, dans mon processus, j'ai aussi douté. Je me suis intéressée, je me suis ouverte aux nouvelles approches et en psychologie, un peu comme en médecine, il y avait une approche très experte où le psychologue se situait comme quelqu'un qui sait ce qui se passe dans la personne, puis qui peut en parler beaucoup plus qu'elle-même. Et je m'en suis dégagée pour aller vers une psychologie qu'on dit positive. Mais ce que ça veut dire simplement, c'est que la personne est là des ressources qui lui permettent de dépasser ses difficultés, puis on va s'intéresser à ça. Et ça, c'est très, comme tu dis, empowerment, là. Ça donne du pouvoir à la personne. Ça, puis ça marche, tu sais, ça marche beaucoup mieux qu'une approche qui vise à la dévaloriser, à lui dire, tu as un problème, un gros problème, et tu dois t'y intéresser. Alors, j'ai écrit sur le bonheur, j'ai écrit sur
ces éléments de notre être qui nous élèvent, si on peut dire, par rapport aux difficultés qu'on a. Alors, on se rejoint là-dessus. Oui. Alors, ben, merci d'être là. Merci de ce parcours-là. Puis moi, je trouve que c'est tellement essentiel aujourd'hui. Comme le docteur, c'est le spécialiste de la maladie. Puis on pense que parce que c'est le spécialiste de la maladie, c'est le spécialiste de la santé. Évidemment, il y a un continuum santé-maladie, mais on n'est pas expert, puis on ne s'intéresse pas suffisamment à la santé, à les gens qui La prennent santé. leur santé, leur capital santé. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de différent? Par exemple, les gens d'un CHSLD, c'est pas tout le monde qui est mort, là. Est-ce qu'il y a du monde qui sont intéressés? Comment ça fait que celui-là ou celle-là a survécu? C'est quoi les éléments qui ont fait que cette C'est tout à fait personne-là, ça. il n'y a personne qui s'intéresse à ça. Tu sais, on ramasse les statistiques, puis là, pour faire peur, pour projeter aux gens l'idée qu'il y a un risque. Donc, on va se parler ce matin, si tu veux bien, de la peur pour notre première rencontre. J'espère va se poursuivre, puis par d'autres rencontres, d'autres thèmes qu'on pourrait aborder. Et ce thème énorme de la peur. Je veux juste mettre une chose au départ. La peur, pour moi, c'est quelque chose que je connais intimement. Puis c'est quelque chose que chacun connaît intimement. Puis je dis souvent, ça fait ça, la peur. Ça met quelque chose entre moi et l'autre. Et puis, l'idée de ça, c'est de reconnaître ça. Il y a une peur, puis d'en parler. Quand j'ai rencontré Chantal, on s'est d'abord parlé de nos peurs. Chantal, qui est ta conjointe. C'est ma conjointe depuis 30 ans, bientôt 30 ans. Alors, ça a été la première chose qu'on a mise sur la table, c'est les peurs. J'avais une aspiration et des peurs, parce qu'un bagage, un pack-sac, là, tu sais. Alors, donc, mettre nos peurs un peu sur la table. D'abord, aujourd'hui, ici, maintenant, puis peut-être tu pourrais commencer. Est-ce qu'il y a des peurs qui t'habitent à cet instant autour de ces rencontres-là qu'on va faire ensemble? Ben oui, ben on en a parlé juste avant d'entrer en ondes, si on peut dire, puis j'ai trouvé ça intéressant ce que tu as dit parce que c'est compromettant ce qu'on fait en ce moment. Tu parlais des statuts tantôt, la situation qu'on vit fait exploser les statuts parce qu'il y a des personnes silencieuses qui ont des statuts qui pourraient nous éclairer, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et en ce moment, il y a d'autres personnes sans statut qui nous éclairent sur la situation. Monsieur, madame, tout le monde, qui ont fait des recherches, puis qui découvrent certaines vérités, certaines informations. Alors, de faire un vidéo, un Zoom comme ça, de se montrer à la population, c'est épeurant. Parce qu'après, ce qui vient, comme en ce moment dans la situation, il y a vraiment un clivage, il y a des gens qui ont des opinions différentes, bien, on peut recevoir des jugements sur nos opinions. Cette peur-là, on dirait qu'elle est au cœur de toute cette situation qu'on vit en ce moment. Puis comme tu le dis, on n'est pas, on a des peurs, nous aussi. Alors, une des peurs que j'avais, je t'en ai parlé juste avant de commencer, c'est es-tu conscient que tu peux recevoir des critiques après avoir fait un vidéo comme celui-là? Moi, je peux te dire que de ce temps-ci, j'ai une image publique et qui m'attire à la fois, évidemment, beaucoup d'amour, beaucoup de personnes qui sont reconnaissantes, mais aussi quelques commentaires assez agressifs. Puis ça, c'est ça, on n'est pas à l'abri d'être déstabilisé par ça. Mais la peur, tu vois, je me suis intéressée à la peur, puis à un moment donné, j'ai compris que la peur, ça n'existe pas. On va en parler parce qu'elle est réelle, elle a un effet sur nous. Mais en même temps, quand on s'y arrête puis qu'on essaie de la saisir, c'est comme un nuage, elle nous échappe. Et tu vois, c'est ça que je fais souvent, c'est je suis dans ma peur, puis je le sais que c'est un moment à passer, puis qu'après, elle va disparaître, puis que je vais continuer d'aller de l'avant. Alors, ma peur actuelle, c'est évidemment d'être à la vue de tous et de subir le jugement de mes proches ou de collègues ou de personnes qui ne me connaissent même pas et puis qui, seulement parce que j'ai une opinion différente, ben, vont imaginer que je suis une mauvaise personne. C'est ma peur. Quelle est ta peur?
Je pense que ça se ressemble. Hein? Je pense que c'est aussitôt que tu t'exprimes dans un contexte très polarisé en ce moment. Christophe André a écrit un texte récemment, puis il parlait des résignés. Alors, il mettait Ouais, dans OK. deux classes, les indignés puis les résignés. Ah, Alors, OK. et puis, moi, je pense qu'on est tous ceci et cela. On est tous un peu indignés, un peu résignés entre l'acceptation et puis la révolte autour de certaines mesures. Et puis, on a tous des opinions. Il y en a, on en fait trop, d'autres, on n'en fait pas assez. Alors, mais on est dans une atmosphère de jugement Tellement. très, très, très rapide. Euh, c'est juste participer à une discussion avec Lucie Mandeville. Un de mes collègues m'a écrit puis il m'a dit qu'il était vraiment étonné que j'avais apposé ma signature au bas d'un texte de Normand Mousseau qui est paru dans Le Devoir et puis qui travaille avec moi là, au Centre Épique. Il dit, savais-tu qu'il y avait dans ce Mmh. groupe-là une anti-masque notoire? Et Moi, ça, je mesure pas ma réputation. ça m'a fait rire en même temps, puis ça m'a. Puis j'ai écrit, j'ai dit, c'est qui ça, cet anti-masque notoire? Ton nom est sorti. Ah, Alors, tu vois comment très facilement on est réducteur. c'est fou. Et on juge à l'emporte-pièce, on étiquette, on tag, on voit pas la richesse de la réflexion. Tout de suite, on catalogue la personne qui questionne comme un complotiste, un ci, Oui, un ça. Et puis si moi, je me mets à jaser avec une complotiste, mettons, ouais. ça risque de me faire que les gens me voient comme un complotiste. Aussi, oui. Alors que je suis quelqu'un qui accepte qu'on puisse avoir des divergences, d'opinions, de points de vue, de systèmes d'explication. Ça se peut que la petite histoire qu'on se raconte ne soit pas la même, la tienne puis la mienne, parce qu'on Exact. n'a pas la même histoire, on n'a pas le même Non, parcours, on ne peut pas donc partager la totalité Mais on peut mettre ça en commun. Puis exact. puis accepter qu'on n'est pas pareil, puis c'est riche de ne pas être pareil. C'est riche. Moi, je le vois comme un phare. On s'éclaire mutuellement. Puis Oui, tu as raison, c'est comme si ces termes-là qui sont utilisés, pas par nous, en fait, ça circule autour de nous. Ils nous étiquettent et ils ferment la porte tout de suite, oui, sans même entendre ce qu'on a à dire. Puis si tu savais, Robert, ben, je pense que tu sais comment je suis une personne qui essaye de nuancer mes propos, de comprendre les uns et les autres. Alors, les gens qui portent ces jugements-là ont probablement pas écouté ce que j'ai dit. C'est une genre de propagande, je pense, malheureuse en ce moment parce qu'on en a tellement besoin d'être éclairé. Puis, entre autres, ce que j'entends des gens, c'est on a besoin d'entendre des experts, mais des gens qui, à cause de leurs connaissances, leurs expériences, peuvent nous éclairer sur la situation et nous permettre de prendre des décisions pour nous. Et puis moi, je dis toujours là, en ce moment de revenir au bon sens aussi, en faisant la part des choses. Alors oui, c'est ça, tu prends un risque en ce moment. On le sait qu'on prend tous les deux un risque. Puis en même temps, il faut passer à cette étape-là parce que si, par exemple, bon, oh merde, c'est beau. est-ce que ça a coupé? Est-ce que Oui, ça a oui, coupé? oui, mais ça c'est rétabli, là. Parfait, c'est un téléphone que j'ai reçu, là, j'ai raccroché. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça. Moi, tu sais, au départ, je faisais des chroniques à Radio-Canada Estrie. Puis, je pense que c'était aidant. Puis, on a cessé. On m'a remercié parce que justement, je commençais à avoir des opinions. Je, je vais raccrocher encore. Bon, des opinions différentes. Puis, j'ai l'impression que les gens, ça leur manque d'avoir des discours différents pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre des décisions. Alors, on va essayer de faire ça ensemble. Oui, parce qu'on a un discours unique actuellement. C'est ça qui est propagé dans les masses médias depuis 10 mois, où on a beaucoup de difficultés à intégrer le fait qu'on a le droit d'avoir une opinion, on a le droit de discuter,
On a le droit de ne pas laisser les prétendus experts décider à notre place de ce qu'il convient de faire, de ne pas faire, de croire et de ne pas croire aussi, là, parce qu'il y a tout un narratif collectif, et puis même qui est mondial. C'est ça qui me fascine, moi, qui me jette à terre, là, comment, sauf quelques rares pays comme la Suède, qui se permettent et puis qui ont des conditions qui font que c'est possible de pas adhérer à un mouvement qui est rien de moins que mondial autour de mesures pour rencontrer cette réalité-là, qui n'est pas une nouvelle, qui est la réalité d'un virus qui émerge et puis qui va toucher certaines personnes plus que d'autres. Puis là, je dis, il y a le virus, puis il y a le virus de la peur aussi. Exactement. J'ai l'impression que le focus qu'on a mis sur le virus, au départ, on pourra en faire l'histoire pour expliquer cette peur-là. Il est très particulier. Hein? On a mis un focus tellement grand, un peu comme l'effet nocebo que tu connais. C'est quand on regarde quelque chose à la loupe, on a tendance à l'exagérer. Alors, petite anecdote personnelle, je n'ai pas la télé, mais ce matin, j'étais chez un ami, puis la télé était ouverte, mais j'en revenais pas. Et on ne parlait que de la COVID. C'était les éclosions, c'était à tel endroit, dans tel pays, le mutant, les gens qui étaient... Alors, ce focus-là a fait en sorte qu'un phénomène naturel qui est les virus, ben, c'est devenu un phénomène dangereux. Puis il y a un narratif qui continue. Il y a comme... C'est sûr qu'on pourra en parler, là. Pour moi, c'est de l'hypnose collective parce qu'à force de répéter toujours la même chose, bien, on finit vraiment par créer un genre de traumatisme social et les gens ont peur du virus, mais maintenant, ils n'ont pas que peur du virus. Puis tu parlais de la Suède, ils ont eu peur des amendes, ils ont encore peur des amendes, ce qui n'existe pas en Suède. Ils ont peur d'être dénoncés par leurs voisins et puis ils ont peur de ceux qu'ils étiquettent comme des complotistes. C'est des peurs qui se propagent, puis bon, on ne parlera pas de responsabilité là-dedans, mais vraiment, il faut commencer à voir clair. Une des façons de sortir de cette peur-là, c'est justement de réaliser ce qui est en train de se passer sur le plan médiatique, par exemple. Ben ça, je trouve ça très important que tu parles à la fois de la peur et aussi des façons de rencontrer la peur. Parce que nommer la peur, c'est une chose. Tu vois. Une des façons de la réduire, pour moi, c'est de l'exprimer, c'est d'en parler, c'est de la reconnaître et puis de dire, j'ai quelque chose à travailler. Parce que tant que je suis sous l'emprise de la peur, je ne suis pas un être libre. Je ne suis pas libre de ma parole. Si je peux libérer ma parole, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de médecin ou peu de médecins qui prennent le micro? C'est parce qu'il y a une peur qui est véhiculée. La peur de quoi? Bien, la peur de perdre son statut, ses privilèges, tous ses droits, finalement, parce que le Collège des médecins s'est positionné de façon très, très vigoureuse vis-à-vis ceux qui osaient prendre la parole. Comment il l'a fait, Robert? Est-ce qu'on peut connaître de l'intérieur ce qui a pu se passer pour expliquer le silence des médecins? Mais c'est ça, aussitôt que quelqu'un ouvre la bouche et puis se permet de dire, il y a en Gaspésie, à Gaspé, il y a le docteur Mathieu Bernier qui a simplement dit moi, je vais célébrer Noël avec les miens, avec mes proches. Et puis pour moi, c'est beaucoup plus important de m'occuper de mes relations que de m'intéresser à la COVID. C'est beaucoup plus important. C'est comme si il venait de dire la COVID, c'est pas si dangereux que ça. Mais effectivement, pour un jeune homme comme lui, c'est de fait pas si dangereux que ça. Mais c'est comme tu n'as pas le droit, c'est irresponsable. Alors, il y a quelqu'un qui a émis une plainte à son endroit au Collège des médecins, qui a fait une enquête, puis qui a, tu sais, il y a comme les gens du Collège des médecins qui vont aller enquêter, puis complètement bâillonner. Alors, on est sous l'emprise d'une espèce d'omerta. Si tu oses prendre la parole, moi, j'ai osé juste mettre ma signature. Là. Il y a un collègue qui m'a écrit, m'a dit je suis absolument déçu. Je suis vraiment déçu de voir ton nom. Alors, ouais,
comment tout de suite le fait de questionner, juste d'oser poser des questions, émettre des doutes sur la nécessité, la validité, l'efficacité des mesures mises en place, qui sont liberticides, qui sont absolument, pour moi, à l'encontre de ce qu'on pourrait appeler la santé publique. Tout à La fait. santé publique, je suis en train de lire un livre d'Edward Deci, qui est psychologue aux États-Unis et puis qui a écrit sur le thème de la motivation. Qu'est-ce qui motive? Les motivations extérieures, les motivations intérieures. Là. Et puis, il dit bon, évidemment, quand on parle des besoins, on peut parler des besoins, là, la pyramide de Maslow, tout ça, les besoins de sécurité. Puis actuellement, c'est comme le besoin qui écrase tous les autres. Là, tu sais. Oui, La exact. sécurité là, est tellement importante qu'il n'y a plus de place pour l'affection, l'amour, les liens. On n'a plus le droit de se sourire quasiment. On sourit mais derrière On un se voit masque. pas. On Oui. sourit, avoir des yeux comme moi qui rient. Mais il y a bien des gens, tu ne sais pas s'ils sourient ou s'ils sont en Non. beauté. Alors, le fait, toutes les mesures qui sont mises en place vont à l'encontre des besoins qui sont exprimés. Pour lui, il dit il y a ce qui nous permet d'être en bonne santé mentale, il y a besoin d'autonomie, besoin de compétences, puis besoin d'affiliation. Par exemple, les Exact. grands besoins. L'autonomie, c'est pouvoir faire des choix. Exactement. Et là, tu peux même plus choisir ce que tu penses. C'est... Si tu t'exprimes, si tu prends le risque de t'exprimer parce que c'est dangereux, les gens vont te juger, Ben oui. rejeter, t'exclure. Alors, le besoin d'affiliation est complètement touché aussi parce que tu peux te sentir méprisé par des collègues qui avaient des relations très amicales, chaleureuses avec toi. Mais là, parce que tu questionnes, tu es un complotiste ou tu es un ennemi, si tu fais partie de la tribu opposée, comme si on m'alliait. Moi, ce que je veux ici, là, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est dire, se relier, Exact. avoir du fun, à se parler, même si on ne partage pas toutes les mêmes Non, c'est... conceptions. Ben, tout à fait. Puis je trouve que tu vises bien là, la pyramide de Maslow. C'est très difficile pour les gens, Robert, de se retrouver en ce moment parce que à la fois, il y a des éléments importants de notre être qui sont touchés, qui sont blessés, puis on utilise nos besoins justement pour justifier ça. Parce que ce qui est véhiculé en ce moment, c'est on attaque les liens, parce que quand on dit vous n'avez pas le droit de fêter Noël en famille, les enfants ne peuvent pas toucher les grands-parents, les jeunes ne peuvent pas s'amuser ensemble, doivent être dans leur bulle. Je ne sais pas si tu vois comment ça touche ce besoin d'affiliation, ça rentre dedans, c'est tellement nocif sur un plan psychologique. Je t'avoue que moi, dès le départ, j'étais alertée par ça. Avec la distanciation sociale, je me disais, attends, ils sont vraiment en train de créer quelque chose sur le plan social qui est tellement nocif qu'il faut penser à autre chose. Là. Alors, il attaque ça, puis en même temps, il l'utilise pour justifier le respect des mesures. Parce que, comme tu le dis, si tu les remets en question, si tu oses dire « je vais passer Noël en famille », bien, tu vas être jugé par autrui, tu vas être dénigré, tu vas sortir de cette affiliation. C'est très difficile pour les gens en ce moment, puis je peux comprendre. Pour moi, là, je regarde ça, je vais être honnête, parce que tu sais, je suis arrivée un petit peu plus tard, j'ai passé une bonne partie de cette espèce de ce qu'ils appellent la pandémie. Je l'ai passée en Suède, dans un univers presque normal. Puis quand j'arrive ici, où, tu sais, au fur et à mesure, j'étais informée de ce qui se passait au Québec, je me disais, c'est la folie. C'est la folie qui a atteint les gens. Écoute, juste le port du masque, c'est tellement symbolique. C'est pas juste une question physique, là. Puis moi, j'avais tellement lu sur les effets nocifs du port du masque que j'accordais aucune crédibilité à ça. Mais en plus, je sais que c'est un symbole de soumission. Puis, tu es un homme, Robert. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent comment ils sont honteux de se soumettre à cette règle-là en sachant là, que c'est des gens en santé qui vont faire l'épicerie, qui se tiennent. On ne se tient jamais très près de quelqu'un qu'on ne connaît pas dans les. On la respectait déjà, cette distance-là. Alors, il y a une humiliation qui est vécue par les gens. Puis, quand tu dis responsabilisation, ce besoin, il y a un besoin de compétence aussi.
ça nous enlève, les gens disent, on nous infantilise en ce moment. Alors, on a un besoin, oui, de s'exprimer, d'être affilié, de se sentir compétent, de faire des choix dans notre vie, d'être autonome. Et paradoxalement, pour notre sécurité, dit-on, on nous enlève tout ça. Est-ce que je suis harcelée au téléphone? Mais comprends-tu, c'est pour ça que cette folie sociale nous atteint et que les gens ont du mal à se rattacher à des repères pour savoir ben, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là. Ouais, c'est vraiment fascinant parce que moi, je dis, on est dans un... J'avais entendu l'expression un pompier pyromane. Puis je trouvais que c'était exactement celle-là actuellement, ce qu'on appelle la santé publique. Là. Moi, je trouve que c'est la maladie publique, c'est pas la santé publique. La santé publique, elle regarde la totalité des besoins humains, puis elle s'attaque aux sources de la souffrance. Et parmi les sources de la souffrance, il y a la disparité des ressources et des salaires. Il y a des gens qui sont dans... Tu sais, moi, je suis dans des conditions, écoute, matériellement, on ne souffre pas. Nous, on a un toit sur la tête. Ce n'est pas le toit le plus luxueux, mais j'en suis content, j'en suis satisfait. Et puis, mais on a de l'espace. Il y a des gens qui sont confinés. Dans un appartement. Avec un petit appartement, des enfants qui, des fois, sont privés d'aller à l'école, donc les parents qui sont il n'y a plus d'espace les uns pour les autres aussi. Là. Puis mettre n'importe qui dans un espace clos, restreint, écoute, Ben oui. ça va sauter. Et si explose. ça risque de sauter le soir, par exemple, le soir où souvent les gens sont plus fatigués, mais là, tu ne peux même pas aller prendre un bol d'air après 8 heures sans risquer de te faire agresser par la police puis recevoir un ticket de 1600$ indépendamment de ton besoin, sauf si tu as un chien, là. Et puis, Ouais. on a un chien, nous autres, là. Mais je trouve ça, écoute. Du début, Robert, moi, j'ai appelé... C'est scandalisant. Puis... Oui, pour ceux qui connaissent la santé, toi physique, moi mentale, pour moi, au départ, j'ai commencé à appeler ça la sécurité publique parce qu'on ne parlait pas de santé jamais. Puis encore, on ne parle de santé en termes de système immunitaire naturel. Le confinement, pour moi, au printemps, ça allait tellement à l'encontre de... ça n'arrête pas, ça fait exprès. Ça allait tellement à l'encontre de ce qui nous guérit habituellement. On va dehors, on voit des gens, tu sais, sur le plan social aussi, on nettoie notre terrain. Puis en ce moment, moi, là, tu sais, comme j'ai travaillé longtemps en pratique privée avec des couples, ce que je leur disais, c'est quand, là, il y a trop d'émotions, sortez. Quittez, là, l'espace. Puis tu vois, là, on ne peut même pas dire ça maintenant. Au départ, quand on me demandait à la radio, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour rester en santé? Honnêtement, là, ce qui me venait, là, c'était arrêter le confinement. Mm-hmm. Le confinement est source d'un problème plus grand que ce qu'on essaye de contrôler. Alors, on est en train de créer en ce moment plus de problèmes. Puis on le sait, là, la mortalité actuelle, elle n'est pas du virus, hein? Elle est ces suicides, ces cancers qui ne sont pas opérés. Et ça, ben c'est ça. Il y a quelque chose, je le dis souvent, il y a quelque chose d'anormal qui se passe en ce moment qui fait qu'on passe à côté, comme tu dis, de la santé, puis qu'on est focusé sur la peur de la maladie, de la mortalité. Mais ça évolue. Écoute, j'ai envie de te dire ça. Au début, là, moi, quand j'ai vu cette espèce de colonne à TVA de nombre de morts absolus, sans comparaison, puis j'aimerais ça qu'on en parle justement à un moment donné, là, les comparatifs, je me disais, il y a quelque chose sur le plan éthique, je ne sais pas s'ils sont conscients, mais ils sont en train de créer quelque chose de très grave. Et aujourd'hui, je voyais le tableau, puisque la télé est ouverte. Heureusement, on a nuancé un peu les choses. Alors, on voyait le nombre de morts accumulés, là, et il y avait le nombre de cas et le nombre de personnes qui guérissaient. Et c'était nettement supérieur. Il y avait aussi le nombre de personnes en soins intensifs. Puis je te dis ça, moi, j'en viens pas. Je te dis un chiffre, OK? Il y avait 4 personnes aux soins intensifs. Puis essaye de deviner dans quel contexte c'était, là. Dans un hôpital, dans une région. La réponse, là, c'était au Québec.
Là, je me dis, attends, là, il y a 4 personnes aux soins intensifs atteintes de COVID au Québec. Bon, probablement qu'ils Ah se non, sont trompés. ils se sont Ça se trompés. peut pas, hein? Ah non, non, il y en a clairement beaucoup plus que ça. Non, non, C'est ça, ça. Mais les comparatifs, ça nous permet de comprendre un chiffre. C'est vrai, hein? Et ben, ça l'enlève la peur. c'est essentiel. Effectivement, moi, je pense que tu peux comparer quelque chose à autre chose. Et puis quand on dit qu'il y a eu 3 morts, 5 morts, 12 morts, 30 morts, 60 morts, peu importe, normalement, il y en a combien de morts là, au Québec à tous les jours? Ben, il y en a, l'hiver, il y en a autour de 200 morts par jour au Québec, normalement. Normalement. Alors, on ne donne pas ce chiffre-là, on ne sait pas si c'est normal, pas normal, beaucoup, peu, acceptable ou inacceptable. Alors, c'est un petit peu comme un barrage. C'est pas de la désinformation, mais c'est une information parcellaire qui va induire un risque comme s'il y a une chose actuellement qui est menaçante, et ça s'appelle le virus. Et il y a une guerre, puis qu'on entreprend, puis on est prêt puis on est tous des guerriers, puis là, on envoie les guerriers. Alors, on sacrifie des vies, enfin des bouts de vie, au moins pour les jeunes. Les jeunes, ont été extraordinairement blessés là-dedans. Puis c'est souvent des sans-voix. Puis quand il y en a un qui ose exprimer quelque chose, il y a du monde qui pourrait dire Hey, fausse, fake news. Là. Il y a un jeune là, qui a publié quelque chose de magnifique là, sur Facebook, sur OK. YouTube. Et puis, et qui proposait d'autres mesures, d'autres façons de rencontrer. Gab, je pense. Ah, c'est ça, Gab. ouais. Voilà. Et puis, moi, je trouvais ça génial. Je dis, enfin, on entend un jeune. Jeune. Enfin, le jeune, il ose prendre la parole au risque, et puis il s'est fait ramasser. Il y a des gens qui l'ont félicité, évidemment. Moi, je l'ai félicité de prendre la parole. Après ça, ça se peut qu'on aille à nuancer des trucs. Ça se peut qu'ensemble, on dise, ouais, là, tu as raison. Là, en tout cas, je mettrais des bémols là-dessus. Là, mais d'abord, le féliciter de prendre la parole, Ben oui. d'oser prendre la parole, d'avoir le courage de le faire, parce que, je dis la peur, on a tous peur, mais on a aussi quelque chose de miraculeux qui s'appelle le courage.